T'es pas bien gaillard, mon petit. Pas de charpente, maigre et chaud en diable. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Et muet en plus. Tu sais tenir un balai au moins? Oui, monsieur, bien sûr. Ah, tu parles. T'es pas un râleur au moins? Un traîne à la savate qui rechine à tout? Oh non, monsieur, au contraire, je suis très vaillante. Vaillante? Oh là! Fais attention à ce que tu dis, mon petit. On pourrait te trouver un autre métier à bord. Si t'es vaillante. S'esclaffa-t-il, ravi de son bon mot. Je me suis trompée. C'est à cause de la chaleur. Allez, allez, assez de blabla. Tu recevras le salaire proportionnel au travail fourni. Ben, si tu tiens pas la cadence, oust, tu t'écanilles à la première escale. T'as compris? C'est quoi ton nom déjà? Simon, maître Nimbus, Simon. Mais, Simon, tu me bifferas le livre de bord. Là, en bas de page. Ou juste une croix si tu sais pas écrire. Comme tous ici, hein? Précisa-t-il, ravi d'étaler sa supériorité littéraire. Y a que moi qui sais faire quelque chose ici. Compris? Menaça-t-il, l'œil noir froncé pour asseoir son autorité. Voilà, c'est bien. Te voici apprenti marinier fluvial désormais. Il ne te reste plus qu'à être bien vaillante. Conclut-il par son trait d'humour inusable à présent. Pendant près de 2 heures, je m'étais grimée du mieux possible. J'avais ramassé mes cheveux bouclés, bandé ma poitrine, vêtue de frusques sans forme. Et voilà que je lâche que je suis vaillante. J'ai failli me trahir et couler cette aventure insensée avant d'avoir commencé. Nimbus était haut en couleur, massif, dégingandé, braillard, plein de breloques, de bagues, de quincailleries et de brillants qui tranchaient franchement avec son regard noir comme la nuit. Il lui manquait une incisive qu'il n'avait pas remplacée, sûrement perdue à la navigation avec les honneurs. C'était du plus bel effet lorsqu'il souriait. Il semblait bienveillant à mon égard, ce qui me rassura. Me faire embaucher par Nimbus avait été bien sûr un stratagème pour aborder Lilian, mais je sentais aussi qu'il y avait autre chose. Une raison que je ne concevais pas clairement, mais tout aussi importante que celle dictée par mon cœur. L'intuition inquiétante que mon ami le fleuve se mourait lentement. Nimbus ne m'avait pas menti. Dès mon embauche, on m'attribua un balai et le pont à laver. On profitait des travaux de cafaletage pour faire le grand ménage à bord. Bonjour, c'est toi le nouveau? Je m'appelle Lilian. Et toi? Je ne l'avais pas vu venir. Il était arrivé derrière moi pendant que je me concentrais sur le ménage, accroupi sur le pont. Quand j'ai entendu Lilian, tout s'est arrêté en moi. Je n'entendais plus rien, ne voyais plus rien. D'ailleurs, ma cervelle se fit vide, comme une coquille. J'avais voulu sauter à l'eau, je me relevai et lui tendis mon avant-bras. Ma main était mouillée et savonneuse, en lui prononçant un « Simon » à peine audible. La benvenguda, Simon. J'espère que tu te plairas à bord, parmi nous. Tu verras, le patron est un peu excentrique, mais ça n'est pas un soulard. Enfin, pas tout le temps. Et dans un sourire éclatant, qui allait me faire défaillir d'émoi, Lilian m'assura que je pourrais compter sur son aide si l'occasion s'en présentait. Ma première journée fut harassante. Je n'avais jamais autant frotté, rangé, gratté, épongé, compté des trucs et des machins que je ne connaissais même pas. D'ailleurs, je n'avais presque jamais travaillé. Je vivais à l'époque d'un pécule hérité miraculeusement d'une tante qui, dans sa bonté inespérée, m'avait également légué la cabane de pêcheurs dans laquelle j'habitais.
À la fin de l'après-midi, ma peau était boursouflée à cause de l'eau et du pain de savon rêche. Mon dos n'était plus que souffrance et ma nuque raide comme un bâton. De ce que je compris, l'entreprise de cafaltage n'avait pas été aussi longue que redoutée. Seule une barque restait à quai, en trop mauvais état pour repartir. Nimbus en acheta une contre espèce sonnante et le convoi fut fin prêt à l'heure du souper. On ne naviguait pas de nuit, sauf cas extrême, et c'en était un. Par chance, entre Pont-Saint-Esprit et Avignon, les rives étaient fort bien aménagées et habitées, et offraient donc des conditions acceptables pour une décise nocturne. Les hommes ne râlèrent pas trop, chacun sachant que nous avions pris du retard et qu'il fallait le rattraper. Nous transportions à ce stade du parcours une importante cargaison de soieries lyonnaises à livrer en Arles. C'était un gros contrat et Nimbus ne voulait pas le perdre. Lorsque le regard flottant, je vis la berge s'éloigner peu à peu de nous, je réalisai que je quittais mon petit monde pour la première fois. Et le quitter pour l'inconnu. À mon âge, ça n'était pas uniquement mes habitudes et ma maison que je laissais sur cette berge, mais aussi mon enfance. J'entrais dans la vie, et par la voie fluviale. Quoi de plus rassurant que d'être porté par mon meilleur ami, mon frère, le Rhône. Là, sur ce navire, je ne perdrai jamais Lilian de vue. Et j'espérais bien en apprendre plus sur ces plantes rares et mystérieuses capables peut-être de sauver le Rhône. Malgré mon dos, mes jambes endolories et toute ma fatigue, jamais je ne m'étais sentie aussi exaltée. Adossée au bastingage, je m'enivrais des cieux profondément bleus, de leur dentelle de nuages drapant les étoiles et de la brise qui me caressait le visage. J'eus même envie de rire de bonheur. Je dormais depuis peu dans mon hamac lorsque nous fîmes escale dans la soirée à Villeneuve-les-Avignon. Un marinier vint me trouver pour que je l'aide à charger des jarres d'huile d'olive. Le moins que je puisse dire est que batelier n'était pas un métier de tout repos. On manquait de bras et je fus sortie du hamac sans beaucoup de ménagement. Villeneuve. Je gardais un très beau souvenir de cette ville royale qui constituait mon plus grand voyage à ce jour. Atteinte d'une maladie infantile qui faillit m'emporter à l'âge de 8 ans, une personne de notre église m'y avait emmenée pour me faire soigner chez les religieuses de l'hôpital. En ce temps, j'avais arpenté les ruelles charmantes et ensoleillées de Villeneuve, découvrant la mystérieuse chartreuse tout imprégnée de religiosité jusqu'à la tour de guet Philippe le Bel. C'était de cette tour, il y a fort longtemps, que les rois espinchaient les papes de l'autre côté du Rhône, m'avait-on raconté à l'hôpital. Mais là, à cet instant, le charme était rompu par ce réveil brutal le long des quais et ces jarres si lourdes à ranger. Je comptais bien replonger dès la corvée achevée dans mon petit hamac douillet, mais à peine largué les amarres du quai de Villeneuve, nous accostâmes de nouveau à Avignon où il fallut remettre ça. Cette fois, il s'agissait d'une cargaison de sacs de lavandin livrés tout droit du plateau de Sceaux par un convoi d'ânes. Ça embaumait agréablement, certes, mais la jute rugueuse de sacs meurtrissait mes petites mains délicates. Nous nous postâmes donc sur le pont avec Lilian et quelques mariniers à terre pour faire une chaîne d'embarquement. La nuit était claire. Un bleu intense enveloppait les quais, déserts à cette heure. Pendant le chargement, certains mariniers faisaient des sous-entendus grivois au sujet de Nimbus, parti pour affaires, en pleine nuit dans les rues d'Avignon. Cela déclenchait des gloussements d'hilarité auxquels je ne comprenais rien. Je participais pourtant bien volontiers à la bonne humeur générale. Le temps passait plus vite ainsi. Pour tenir la cadence, nombre d'entre eux se rafraîchissaient à la gourde de vin bu à la régalade. Mais pas Lilian, ce qui me rassura, vu l'état d'ébriété de certains. Étrangement, ces régalades avinées n'affectaient pas la cadence toujours bien soutenue. Quand je zigzaguais avec un sac trop lourd sur les épaules, les mariniers, eux, soulevaient plusieurs sacs sans broncher et enchaînaient des allers-retours. Marfo notamment m'impressionnait, malgré son grand âge.
Il fusait sur les quais avec des charges comme s'il transportait de petites bourses. C'est vrai que ce n'était que des brindilles à l'intérieur des sacs. Mais les jarres d'huile d'olive portées à bout de bras à Villeneuve avaient déjà siphonné toute ma force. En moins d'une heure, l'affaire fut dans le sac, si je puis dire. Il ne restait plus qu'à attendre une livraison de vin de Châteauneuf-du-Pape par un négociant d'Avignon, et nous pourrions repartir lestés du précieux breuvage. Le caviste arriva en charrette très tard ou très tôt le matin, dans le bruit chantant de ses roues ferrées sur le pavé. Mes paupières pesaient une tonne. Mais pour ne pas passer pour un tir au flanc, je rejoignis tout de même l'équipage qui, au lieu de s'emparer de la marchandise, se payait une bonne tranche de rigolade avec le caviste. En effet, d'après ce que j'entendis, notre caviste venait justement d'apercevoir Nimbus dans un quartier coupe-gorge non loin du palais des papes. Le patron détalait comme un rat, coursé par 3 larrons, au travers de ruelles étroites bien connues chez les débauchés. Nous le vîmes d'ailleurs arriver dans le crépuscule, débraillé et à bout de souffle. Sans un mot pour nous encourager de nos efforts, il s'engouffra dans sa cabine. Une fois les barriques de vin à fond de cale, je m'effondrai dans mon hamac, tout droit descendu du paradis à cet instant. Le jour était encore pâle et la température bien fraîche lorsque Lilian vint me secouer le bras. « Simon, debout mon gars, le patron veut te voir. » N'ayant pas encore de bons réflexes, je répondis avec ma voix de jeune fille. Il me scruta un instant en fronçant les sourcils et en maugréant, sorti du tuaume où les hamacs étaient tendus. Les mots se bousculaient dans ma bouche, mais rien n'en sortit. En guise de petit déjeuner, je me ruais sur l'un des 3 pains qui nous étaient accordés chaque jour. Je crois n'avoir jamais eu autant faim que ce matin-là. Ma portion de fromage, sitôt engloutie, je tapais à la porte de la cabine du patron. C'était une cabine minuscule qui contenait à peine le hamac ainsi qu'un petit bureau. Je trouvais Nimbus en train de ranger les papiers. « Ah, Simon, cher petit. Alors, ça te plaît? La vie sur le fleuve, c'est à ton goût? » « Oui, monsieur, ça me plaît beaucoup, même si j'aurais aimé dormir un peu plus cette nuit. » « Bien, bien. » acquiesça Nimbus, qui se fichait totalement de ma réponse. Nous allons faire escale à Beaucaire aujourd'hui. Il faudra que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu ailles trouver mon ami charpentier le pâtre. Je dois lui vendre les barques qu'on ne sort plus. C'est pas loin des quais. Tu auras juste le temps de revenir pendant que les hommes déchargeront la marchandise. D'accord, monsieur. Oh, cesse de me donner du monsieur. Ici, on m'appelle patron. Bien, patron. T'es un bon garçon, Simon. Je pense faire de toi un vrai marinier en un rien de temps. Et il me flanqua une claque sur l'épaule qui faillit me faire tomber. Ah, salaud. T'es pas bien gaillard. Va falloir porter des charges, hein, mon petit. Il s'esclaffait encore lorsque je refermai la porte de sa cabine. Lilian se trouvait sur l'avant, près de la croix, exactement comme je l'avais vu la première fois. Il semblait préoccupé, son visage tourné vers le fleuve, plongé dans de graves réflexions. Elle est très belle, cette croix, mais qu'est-ce qu'elle est bizarre. Effectivement, c'était la croix la plus spéciale que je n'avais jamais vue. Aussi grande que moi, sculptée dans du bois et décorée d'un tas d'accessoires et de personnages. C'est notre croix d'équipage, la croix des mariniers, dressée à la proue, bénie par le prêtre avant le départ. Tu peux y reconnaître la barque, le fanal, la main du destin. Il y a aussi le marteau et la tenaille qui évoquent la passion du Christ. C'est tout un tas de symboles mélangeant le métier et la religion. Ça t'intéresse ? Oui, beaucoup, répondis-je en le fixant des yeux niaisement. J'aurais supporté n'importe quel blabla ennuyeux pour l'écouter et rester en sa compagnie. Qu'est-ce qu'il te voulait, le patron ? Il a besoin de moi pour aller chercher son ami le charpentier à Beaucaire. Avec lui ? Ou tout seul ?
Tout seul, pourquoi? Tant mieux pour toi. Ah bon? Pourquoi, Lilian? Disons qu'il arrive que notre patron éprouve beaucoup d'affection pour ces jeunes mariniers, surtout quand ils ont un visage fin et le corps gracile, comme toi. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Ça ne t'inquiète pas plus que ça? Non, c'est plutôt drôle. Et du coup, je comprends mieux l'affaire de cette nuit. Mais dis-moi, toi aussi, il t'a en affection? Bien sûr. C'est pourquoi on évite de se trouver seul avec le patron. Bon, trêve de ragot. Pendant que le convoi va partir vers Beaucaire, j'ai des livraisons à faire à Aramon ce matin. Et ensuite, il faut aller récupérer du miel chez un producteur qui n'est pas très loin des quais d'Aramon. Tu m'accompagnes? L'Audax Fortunatis nous récupérera à Aramon, car nous irons plus vite en charrette. Je devenais digne de confiance dans ce métier, semblait-il. D'abord le patron qui me confiait une mission, puis Lilian qui m'estimait digne de l'accompagner. L'apprentissage s'accélérait. Et seul avec Lilian, je n'allais pas rater une occasion pareille. Un voyage en charrette, une nouveauté pour moi. À l'évidence, Lilian semblait apprécier Simon en tant que copain. Mais qu'en serait-il avec Silmé? L'heure de vérité arrivait, bien que je puisse contrôler quoi que ce soit. La matinée était bien entamée lorsque nous prîmes la route vers Aramon dans notre charrette tractée par un cheval placide. Il fallait être à quai à Aramon pour l'après-midi. Nous avions emporté un peu de nourriture à manger en chemin. Après 2 heures de route, longeant le Rhône, nous aperçûmes un petit étang solide derrière une futaie de bouleaux aux environs d'Aramon. C'était idéal pour faire une courte halte. Je proposai à Lilian de s'y arrêter le temps de déjeuner. Il râla un peu, pour la forme. Nous étions pressés, continuellement pressés, mais finis par être envahis par le charme de l'endroit. Lilian avait avalé son repas en quelques bouchées, quand j'étais encore à faire le tour de ce petit étang, à m'amuser avec les canards qui, certainement habitués à la présence humaine, nous tournaient autour pour mendier nos restes. Lilian s'impatientait visiblement. Je m'assis enfin à ses côtés. Simon, nous ne sommes pas payés à jouer avec les canards. Tu n'as pas faim avec tous nos efforts de cette nuit? Si, j'ai faim, mais je suis aussi très fatiguée, presque trop pour manger. Tu ne crois pas qu'on pourrait faire une courte sieste? J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Bon, voilà ce que je te propose. Reste ici, fais une sieste, joue avec les canards ou que sais-je encore. Bref, repose-toi 1 heure, le temps que je livre et que je charge le miel chez l'apiculteur. Ah, tu es encore bien novice dans ce métier. Je crois que tu n'es pas encore rompu aux cadences du marinier. Lilian remonta dans la charrette et me pria de me tenir prêt pour l'heure qui suivait. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je m'allongeai, les yeux dans les branches feuillues traversées par le soleil. J'allais sombrer voluptueusement lorsque je réalisai que ce point d'eau serait ma seule occasion avant longtemps d'une toilette avec de l'eau en abondance. J'avais beau être un homme désormais, sentir en permanence la sueur du dur labeur ne me convenait pas vraiment. Sans compter que je dormais avec la même chemise, le même pantalon et surtout ce bandage qui me comprimait la poitrine. J'avais sûrement gagné mes galons de matelot aux âcres exhalaisons de ma transpiration, mais ça n'était pas une raison pour m'y complaire. Vérifiant que j'étais bien seule, j'abandonnai enfin mes frusques, j'enlevai enfin ce canotier qui m'emprisonnait les cheveux. Comble de chance, je trouvai des saponaires en bordure dont j'arrachai les fleurs pour m'en servir de savon. Je serais volontiers restée l'heure entière dans ce bain naturel, bien que l'eau y fût plutôt fraîche, mais je craignais trop le retour de Lilian. Je sortis de l'eau en grelottant. La rive herbeuse était entièrement baignée de soleil. Je m'y couchai, dos au sol, entièrement nue, en attendant que la chaleur me sèche complètement. La sensation de bien-être fut telle que je m'endormis illico, sans même m'en rendre compte.
C'est ainsi que Lilian me découvrit et me réveilla rudement de la pointe de son pied. Les joues de Lilian étaient rosies, sans doute la balade en charrette. Tu te rhabilles. Faut y aller. Ordonna-t-il simplement avant de remonter sur la charrette. Pendant que je revêtais mon déguisement à la hâte, Lilian, assis au poste, s'adressa à moi sans ménagement. Pourquoi cette menterie? Comme je restais bêtement immobile et interdite, il descendit de son siège et fit le tour de l'attelage pour s'approcher de moi. Mon cœur tambourinait jusqu'aux oreilles. Son regard contenait de la colère. Il saisit le bord de mon chapeau de paille et le tira vers le haut d'un coup sec. Mes cheveux bouclés dévalèrent sur mes épaules. Il était ébahi. Ça, c'est pas un Simon. Puis son doigt désigna ostensiblement ma poitrine épanouie sous ma chemise. Je n'avais pas eu le temps de remettre le bandage. Et ça, diantre, encore au moins. Je ne savais que faire ou dire. J'étais écarlate de honte et en même temps ravie de cette vérité qui éclatait enfin. Je retournai à la clairière récupérer le tissu qui me servait de bandage et qui séchait au soleil, l'emberlificotai sur ma poitrine et nous repartîmes vers Aramon. Un lourd silence hanta la charrette. Autant j'étais soulagée que cette tromperie ait pris fin, autant je ne savais pas de quel côté le vent allait souffler. J'essayais, par œillade, de lire quelque chose sur le visage de Lilian, mais le bougre éberlué conservait un air ahuri, perdu dans ses réflexions. Il se décida enfin à me parler. Pourquoi cette mascarade? Tu fais tout ça pour devenir batelier? N'osant pas lui avouer mon penchant pour lui à cet instant, je déviai sur la deuxième bonne raison de cet artifice. Pas uniquement, je fais tout ça surtout pour le fleuve, pour le Rhône. Il va très mal, Lilian. Je ne sais pas bien comment l'aider, mais j'espère trouver un moyen en étant au plus près de lui. C'est bien vrai. J'ai remarqué ça aussi. Les 3 dernières crues sont la preuve que nous l'avons trop souvent maltraité. Chaque fois qu'il déborde, ce sont des ravages depuis Lyon jusqu'à la Camargue. C'est à cause de tous les aménagements et du sable qu'on retire du fond. Ça le ravine et ça rend les berges instables. Les villes déversent leurs eaux souillées, les gens s'en servent de dépotoir. J'ai vu des plantes nouvelles, des mauvaises herbes se développer sauvagement et en masse. Il paraît même que des poissons immenses agressent parfois des baigneurs. On a retrouvé des chiens éventrés qui flottaient. Je crois que c'est grave, Lilian. Ça me préoccupe aussi. Au fait, c'est quoi ton vrai prénom? Simone? Silmé. C'est joli. Enchanté, Silmé. Tu es donc notre Jeanne d'Arc du Rhône, prête à tout pour le sauver? Plaisanta-t-il, sarcastique. Promets-moi de ne rien dire au patron, qui va me jeter par-dessus bord s'il l'apprend. Mouais. Maugré à Lilian que ce mensonge au patron n'enchantait guère. Après un moment de rumination, Lilian m'interrogea à nouveau. Pour le Rhône, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait que j'en sache plus sur une plante dont m'a parlé Zélie. Mais elle ne connaissait pas son nom. C'est une herbe qui aurait la propriété de filtrer l'eau, la rendre plus limpide, et elle pousserait en Camargue. Lilian n'en savait pas plus, mais l'état actuel du fleuve l'attristait autant que moi. À nous deux, j'étais sûre que nous pourrions réussir. Nous arrivâmes à Aramon juste à temps pour embarquer pour Beaucaire. Nabu s'impatientait mais réfréna son courroux car lui-même devait se sentir un peu coupable de son escapade de la veille à Avignon. L'équipage s'activa aux manœuvres de démarrage, largua les amarres les unes après les autres et resta vigilant à l'éloigner du quai. Le convoi reprit sa navigation au fil du courant paisible vers Beaucaire. Cependant, un mauvais pressentiment m'accaparait. Je demandai à Lilian si, arrivé à Beaucaire, il pourrait m'accompagner chez le charpentier.
Mais hélas, ils ne pouvaient pas s'absenter des quais, surtout le soir pour la sécurité. Des chapardeurs auraient vite fait de faire main basse sur une partie des marchandises. Des rats ou des chiens des quais auraient pu les abîmer. L'arrivée en fin d'après-midi à Beaucaire fut impériale. Le chenal était bien large et aucun autre convoi croisé nous faisait dévier. Les berges accueillaient beaucoup de petits pêcheurs pour qui le fleuve était une source quotidienne de nourriture. Certains nous saluaient au passage, d'autres nous injuriaient aussi, considérant que notre convoi faisait fuir la poiscaille. Une fois le convoi amarré au quai de Beaucaire en plein centre-bourg, et malgré l'effervescence bruyante en cette fin de grand marché hebdomadaire, j'entendis Nimbus crier mon nom depuis sa cabine. « Sylvain !» Je m'y rendis aussitôt. Il était attablé en train de fouiller dans ses papiers. Il s'interrompit et m'expliqua le chemin pour trouver son ami le charpentier. À la fin, il se leva, contourna la table de son gros ventre en se contorsionnant dans ce réduit exigu. Et arrivé sur moi, enroulant son bras autour de mon épaule et en me dévisageant avec gourmandise d'un sourire niais, qui se voulait aimable, voire sensuel, mais quand il voulut rapprocher sa tête de la mienne, il me laissa découvrir son menton hirsute et sa bouche édentée d'où exhalait un fumé rance. Délicate situation qui appelait une sortie urgente. Surprise de cette avance, je tendis le bras vers la porte que j'ouvris prestement, en déclarant que son ami ne pouvait pas attendre plus longtemps, vu que je devais y aller à pied. Au fond, j'étais partagée entre la gêne de lui avoir menti depuis le début et la crainte de sa réaction devant ma nature féminine. Ce qui d'ailleurs l'aurait peut-être amusé. Il décrocha à regret sa main de mon épaule. Et le sourire mignon se changea en mine frustrée. Je sortis de la cabine tremblante mais indemne. J'aspirais une grande goulée d'air oxygénant pour reprendre mes esprits. Je n'étais pas mécontente de retrouver la terre ferme en quittant la Audax Fortunatis. Les étals de toutes sortes, la foule et les cris des portefaix sur les quais me ramenèrent à une réalité joyeuse dans laquelle je me fondis avec délice, cheminant avec peine dans les ruelles encombrées. Nimbus m'avait donné 1 heure pour revenir au quai, car l'escale à Beaucaire devait être très brève. Il fallait impérativement rejoindre Arles d'ici demain. Dommage, car Beaucaire ressemblait déjà aux villes côtières de Méditerranée où toutes sortes d'embarcations se rangeaient le long des quais. Ces bateaux au style si différent, boutres, galères, caravelles, et certains même ressemblaient à des jonques chinoises vues dans des illustrations, semblaient attendre de lever prestement leurs voiles pour naviguer vers des pays lointains et exotiques que je pouvais seulement imaginer. Leur présence, ici à Beaucaire, annonçait déjà le grand large maritime plus très loin en aval.